Hey les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos où nous allons parler de JSON Server. C'est quoi JSON Server? C'est un outil open source qui va permettre de créer rapidement une fausse API REST complète à partir d'un simple fichier JSON. Ça veut dire que vous allez pouvoir simuler un serveur back-end sans avoir à configurer une véritable base de données ou à écrire du code serveur complexe. JSON Server va prendre un fichier JSON comme source de données et fournir des points de terminaison RESTful pour interagir avec ces données. Ça va faciliter le développement front-end en permettant de travailler avec des données simulées avant que le back-end réel ne soit prêt ou même qu'il ne soit même créé. JSON Server présente beaucoup d'avantages. Déjà, sa rapidité de développement. Comme je vous l'ai dit, il permet de créer rapidement une API RESTful à partir d'un simple fichier JSON. Ce simple fait accélère le processus de développement en éliminant la nécessité de configurer une base de données ou d'écrire du code serveur complexe. De plus, il a une facilité d'utilisation. En utilisant un fichier JSON comme source de données, on va rendre le processus simple et intuitif. On va pouvoir facilement ajouter, modifier ou même supprimer des données dans le fichier JSON. Et les modifications seront immédiatement reflétées dans l'API REST. Il permet de simuler également des données réalistes pour les développeurs front-end. Donc ça permet de travailler avec des données simulées avant que le back-end réel ne soit prêt ou même développé. Ceci facilite le développement et le test des fonctionnalités front-end sans dépendre du back-end. Il est également flexible. Il prend en charge des fonctionnalités comme le CRUD. Create, Read, Update, Delete. Ça signifie que vous allez pouvoir effectuer toutes les opérations de base sur les données, comme l'ajout, la lecture, la mise à jour ou encore la suppression via des requêtes HTTP simples. Et de plus, il va être léger et autonome. Il ne nécessite pas beaucoup de ressources système et peut être installé rapidement et fonctionner sans dépendance externe. Bien que JSON fournisse une API RESTful par défaut à partir d'un fichier JSON, il offre également des fonctionnalités de personnalisation avancées. Vous allez pouvoir définir des routes personnalisables, ajouter des middleware ou encore définir des règles de filtrage et de tri. Donc en gros, JSON Server est efficace car il simplifie le processus de développement back-end en fournissant une API RESTful instantanée à partir d'un simple fichier JSON. Donc ça va nous permettre de nous concentrer sur le développement front-end et de gagner du temps lors de la création de prototypes ou même de l'expérimentation de nouvelles fonctionnalités. Pour pouvoir suivre cette formation, il va nous falloir tout d'abord un éditeur de code. Donc pour ma part, je vais utiliser Visual Studio Code. C'est un éditeur de code open source et gratuit. Si vous n'avez pas d'éditeur de code, je vous invite à aller sur code.visualstudio.com et de le télécharger. Vous pouvez le télécharger sur n'importe quel système d'exploitation. Ensuite, on va avoir besoin également de Node.js. Node.js est un langage qui va interpréter du JavaScript côté serveur. Et de plus, il va offrir ce qu'on appelle les NPM packages, donc des dépendances externes que l'on va pouvoir rajouter à nos projets. Une fois qu'on a installé ceci, on va pouvoir se créer un dossier sur notre bureau. On fait un clic droit, nouveau dossier. Et ici, par exemple, moi, je vais l'appeler JSON. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Et puis, on va ouvrir Visual Studio Code. Une fois que Visual Studio Code est ouvert, on va venir chercher du coup notre dossier. Je vais aller dans Fichier, ouvrir le dossier, puis aller chercher dans Bureau, JSON, sélectionner. Une fois qu'il est ouvert, vous voyez bien, mon dossier est vide. Je vais agrandir ceci et ouvrir mon terminal CTRL-SHIFT-U accent grave. Ou alors, on va pouvoir se créer un dossier 01.setup et faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Ici, je vais faire des dossiers, comme ça vous aurez un dossier point par point de ce qu'on va voir durant la série de vidéos. À l'intérieur, je vous mettrai également des fichiers README avec des petites explications supplémentaires. Une fois que ceci est fait, nous allons faire un npm init-y pour initialiser un projet avec Node.js. Une fois que vous faites ceci, dans votre dossier setup, vous avez un fichier package.json qui est apparu. Donc je rappelle, npm init-y.
Une fois que ceci est fait, nous allons installer du coup JSON Server. Vous pouvez retrouver du coup le répertoire JSON Server sur GitHub ou alors la commande sur le site npmjs.com. Donc ici, on revient dans notre terminal et on va faire un npm install JSON-server et on appuie entrée pour l'installer. Maintenant, au niveau de notre paquet JSON, on va pouvoir retrouver du coup notre dépendance. Ici, nous avons bien JSON Server suivi de la version. Je vais ensuite me créer un fichier dans mon dossier que je vais appeler data.json. Donc on va se servir de ce fichier pour se créer des données. Ici, je vais ouvrir mes accolades et je vais créer un tableau que je vais appeler data. Ici, donc, on aura un tableau d'objets dans lequel, à l'intérieur, on aura à chaque fois un ID, un langage et une catégorie. Alors ici, on va mettre des doubles cotes. Je vais agrandir un petit peu mon éditeur. Je vais me mettre une virgule et dupliquer ma ligne. Je fais Alt Shift flèche du bas et en restant appuyé, j'appuie flèche du bas. Et voyez, ça va dupliquer ma ligne. Ici, on va se mettre d'autres langages de front, 2 et 3, par exemple CSS et JavaScript. Puis je vais le redupliquer une nouvelle fois. On aura cette fois-ci une catégorie backend. Et ici, par exemple, on va mettre Python. Donc maintenant, je vais redupliquer. On en aura 9 en tout. La dernière, je peux enlever la virgule. Et je vais simplement changer le langage. Donc on aura par exemple Ruby. Ensuite, on aura Java, PHP, SQL. Et à la fin, on aura C#. Donc ici, nous avons un simple tableau d'objets qui regroupe des objets classés par catégorie également. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans notre paquet JSON. Au niveau de notre script, on va ici s'éditer un script pour lancer notre serveur. Donc ici, par exemple, on va l'appeler serveur. Et on va faire un JSON server --watch data.json. Donc on remet le fichier que l'on a créé ici. Maintenant, au niveau de mon terminal, je fais un CLS, donc c'est pour clean le terminal. Et je vais pouvoir lancer du coup un npm run server, le nom de mon script. Je le lance. Il va me donner ici un lien. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et je vais bien retrouver ici toutes mes datas. La méthode get est l'une des principales méthodes HTTP pour récupérer des données à partir du serveur. Lorsque vous effectuez une requête GET à un endpoint spécifié sur JSON Server, ça signifie que vous demandez au serveur de vous renvoyer les données correspondant à cet endpoint. Par exemple, avec notre data dans notre fichier JSON qui, je rappelle, est un tableau d'objets, nous pouvons faire ici un /data et récupérer la liste de nos datas. Ici, nous avons fait une requête du coup GET. Ou alors, on aurait pu spécifier un ID. Si je fais point d'interrogation ID est égal à 1, il va me donner simplement le premier objet avec l'ID numéro 1. Donc en gros, la méthode get dans JSON Server est utilisée pour récupérer des données à partir du serveur en spécifiant l'endpoint approprié dans l'URL de requête. D'ailleurs, je vous invite à aller dans extension ici et de télécharger du coup l'extension Tender Client. Et prendre celle qui est proposée par Tender Client ici. Cette extension va vous permettre du coup de tester des API RESTful. Une fois que vous l'avez installée, je vais pouvoir venir ici dans Tender Client, nouvelle requête, et ici je vais pouvoir effectuer différentes requêtes. Par exemple, je vais récupérer mon URL data
et ici effectuer un get. Et je vais bien avoir ici mon ID 1, langage HTML, catégorie front pour tous mes objets. Donc voilà pour la méthode get qui sert à récupérer des données à partir d'un serveur ou même d'une base de données. Pour filtrer les données dans JSON Server, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des paramètres de requête pour spécifier des critères de filtrage. Par exemple, dans la vidéo précédente, on a filtré nos données par rapport à l'ID avec le point d'interrogation ID 1. Si je soumets du coup ma requête get, je vais bien avoir l'objet qui est l'ID numéro 1. Si je mets 3, je vais avoir du coup l'objet qui va avoir l'ID numéro 3. Mais on va pouvoir également filtrer par un attribut spécifique. Par exemple, on a dans notre tableau la catégorie. À la place de ID, je vais simplement mettre catégorie est égal front-end. Et lorsque je soumets ma requête, je vais avoir un tableau avec simplement mes objets qui ont la catégorie front-end. Je vais pouvoir également filtrer avec plusieurs attributs. On peut combiner plusieurs critères de filtrage et pour ça, on va utiliser le et. Et ici, par exemple, on va lui dire et langage égale HTML. Et je soumets du coup ma requête. Et je vais bien récupérer du coup l'objet qui est dans la catégorie front-end et qui a dans le langage la valeur HTML. Donc on va pouvoir filtrer des données soit par rapport aux attributs qu'il possède ou soit directement par rapport à l'ID. Maintenant, on va reprendre notre exemple dans notre dossier data.json qui, je rappelle, est un tableau d'objets. On va pouvoir venir donc faire notre requête et trier du coup par rapport à une catégorie ou un langage. Ici, je vais faire un point d'interrogation et utiliser du coup la méthode sort sort égale langage. Si je soumets cette requête get, je vais récupérer toutes mes données triées par ordre alphabétique au niveau du langage. Si je mets un moins devant langage, il va me faire la même chose mais par ordre décroissant. Du coup, CSS et C# sont tout en bas. Donc on peut trier soit par ordre alphabétique, mode croissant, ou en mode décroissant si on rajoute le petit moins. Mais on va pouvoir également faire du tri en appliquant plusieurs propriétés. Par exemple, si on souhaite trier par rapport aux catégories et au langage, je vais mettre catégorie, langage, avec ma petite virgule. Si je soumets ma requête get, il va me renvoyer mes valeurs en triant d'abord les catégories, puis après les langages. Donc en résumé, on va pouvoir récupérer les données dans un ordre spécifique en spécifiant un ou plusieurs critères de tri dans les paramètres de notre requête get grâce à sort. On met simplement un underscore sort égale suivi de la valeur dans laquelle on veut les trier. Si on a plusieurs du coup critères, on rajoute une virgule suivie d'une autre valeur. La pagination est une fonctionnalité qui va nous permettre de diviser les résultats d'une requête en plusieurs pages. Ça, c'est très utile lorsque vous avez un grand nombre de données et que vous ne voulez pas toutes les récupérer en une seule fois. Par exemple, ici, je rappelle que dans Data, on a un tableau d'objets. Je vais venir récupérer les 3 premiers éléments en une page. Donc ici, on va utiliser un point d'interrogation, underscore, page, égale 1 et underscore, pair, underscore, page, égale, par exemple, 3, pardon. On a dit 3 éléments. Donc maintenant, je soumets ma requête et je vais bien récupérer une page, vous voyez, avec seulement 3 éléments. Je vais également avoir un en-tête qui me dira le nombre d'items total, le nombre de pages, le nombre d'items qu'il y a à la suite, le nombre également de pages suivantes et le nombre de pages précédentes. Donc ici, nul vu qu'on est dans la première page. Maintenant, si je fais page 2, vous voyez, j'ai HTML ici, je soumets, je vais avoir la page numéro 2 avec l'ID 4, 5, 6. Et ça, jusqu'à que je n'ai plus de données.
Donc en utilisant ces paramètres, on va pouvoir contrôler quelle partie de données on va vouloir récupérer et combien d'éléments par page on souhaite afficher. Il nous enverra également du coup un en-tête HTTP contenant des informations sur la pagination, sur le nombre total d'éléments, le nombre total de pages, et ça peut être utile pour la navigation et l'affichage côté client. Donc en résumé, la pagination vous permet de récupérer les données par page en spécifiant les paramètres du coup underscore page, donc pour le numéro de page, et underscore per page pour le nombre d'items par page. Les opérateurs logiques, vous allez pouvoir les utiliser pour filtrer les données de manière beaucoup plus complexe. Par exemple, pour récupérer des langages de programmation dans notre objet data.json, qui je rappelle est un tableau d'objets, on va pouvoir récupérer des éléments à partir d'une condition. Par exemple ici, si je fais un get sur data, j'ai tous mes éléments. Si par contre je fais un data point d'interrogation id underscore lte égale 4, ça veut dire en gros ici, sélectionne-moi tous les éléments inférieurs ou égal à 4. Si je soumets, je vais obtenir tous les éléments inférieurs ou égal à 4. De la même manière, ici, je peux dire lt. Et ici, il me donnera seulement les éléments inférieurs à 4 et non égal à 4. Donc le 4 a disparu. Ensuite, on a également gt. Donne-moi les éléments supérieurs à 4. Donc ici, je vais avoir les éléments supérieurs à 4. J'aurais pu dire donc gte supérieur ou égal à 4. Donc on aura la même chose avec bien sûr l'ID numéro 4 qui est égal à 4. On aurait pu également utiliser un dernier qui est NE. NE veut dire not equal, donc qui n'est pas égal à 4. Ici, je vais obtenir, regardez, tous mes objets, mais pas le numéro 4. Donc ces opérateurs logiques offrent une flexibilité supplémentaire lors de la manipulation de vos données avec JSON Server. Ça va vous permettre de créer des requêtes plus spécifiques pour répondre à vos besoins de filtrage de données. L'option Start et l'option End qui sont utilisées pour spécifier des points de départ et de fin dans votre requête GET au niveau de votre serveur JSON. Start va faire référence donc au point de départ de votre requête. Lorsque vous allez effectuer une requête avec Start, il va du coup annoncer le point de départ au niveau des données et End donc le point de fin. Ici par exemple, lorsque on soumet un data point d'interrogation, nous avons ici tous nos data, qui je rappelle, data est un tableau d'objets. Ici, on va pouvoir du coup rajouter start égale 2 et underscore end égale à 5. Donc on n'oublie pas les underscores avant le end et le start. Et lorsque je soumets du coup cette requête get, il va me sélectionner les éléments entre 2 et 5. J'ai défini un point de départ et un point de fin. Et ici, j'ai bien récupéré du coup l'objet avec l'ID 3, l'ID 4 et l'ID 5. Donc c'est 5 inclus. Si je mets par exemple 8, je vais avoir du coup jusqu'à 8 inclus. Par contre, 2 non inclus, donc exclus. Donc voilà, pas plus compliqué que ça, du coup pour les options Start et End, qui nous permet donc d'appliquer un point de départ et un point de fin au niveau de nos requêtes. Très bien, nous avons parlé de la méthode GET, maintenant nous allons parler de la méthode POST. Lorsque vous travaillez avec une API RESTful, POST est l'une des méthodes HTTP standard utilisées pour envoyer des données à un serveur pour créer une nouvelle ressource. Comment il fonctionne? C'est assez simple. Le client envoie une requête POST à une URL spécifique sur le serveur. Cette requête contient généralement les données de la nouvelle ressource à créer. Le serveur reçoit la requête POST et traite les données qu'elle contient. Il peut effectuer des vérifications de sécurité, validation de données et exécuter des actions nécessaires pour créer la nouvelle ressource dans votre système. Si les données sont valides et que toutes les conditions requises sont remplies, le serveur crée alors la nouvelle ressource. Il attribue généralement un ID, donc un identifiant unique à cette ressource. Une fois que les ressources sont créées,
le serveur envoie généralement une réponse au client pour indiquer le succès de l'opération. Cette réponse contient généralement des détails sur la nouvelle ressource créée, y compris son identifiant et peut-être d'autres métadonnées. Avec JSON Server, on va pouvoir du coup utiliser cette méthode pour rajouter des données à notre fichier data. Donc pour ça, on va venir ici et cette fois-ci, on va venir utiliser la méthode post. Je vais aller dans body, je vais me récupérer simplement un objet et je vais le copier ici dans le JSON content. Ici, on peut effacer la virgule et mettre du coup l'ID numéro 10. Et par exemple, on va mettre SAS. Donc logiquement, il devrait rajouter à la fin du coup SAS. Ce que je vais faire, c'est que je vais également me réouvrir une nouvelle requête. Alors hop, ici. Comme ça ici, on va faire une requête simplement pour avoir nos datas. Donc maintenant, je vais envoyer ma méthode post. Succès, j'ai bien mon objet, ID10, langage SAS, catégorie front-end. Et si ici, je soumets une requête get, je retrouve bien à la fin l'ID numéro 10, langage SAS, front-end. La requête patch est utilisée donc dans les API RESTful pour mettre à jour partiellement une ressource existante sur votre serveur. Contrairement à la méthode put que l'on verra juste après, qui remplace complètement une ressource existante, la méthode patch permet de spécifier uniquement les modifications à apporter à votre ressource. Son fonctionnement est très simple. Le client envoie une requête patch à une URL spécifique sur votre serveur. Il va identifier la ressource à mettre à jour. Ensuite, le serveur reçoit la requête et analyse les données qu'elle contient. Plutôt que de remplacer la ressource entière, le serveur applique la modification spécifiée au champ de la ressource existante. Le serveur applique les modifications à la ressource et effectue également peut-être des vérifications de sécurité et des validations de données avant d'appliquer les modifications. Une fois la ressource qui est mise à jour, le serveur renvoie généralement une réponse au client pour indiquer le succès de l'opération. Cette réponse peut contenir des détails sur la ressource ou d'autres métadonnées. La méthode patch est très utile lorsque vous souhaitez mettre à jour une petite partie d'une ressource sans avoir à envoyer toutes les données de la ressource. Ça permet une utilisation plus efficace de la bande passante réseau et ça permet également de réduire les risques de conflit lors de la mise à jour concurrente des ressources par différents clients. Par exemple ici, donc si on fait un send de get au niveau de nos datas, on récupère tous les datas. Si par contre je viens faire un /1, je vais récupérer simplement celui qui a le premier ID. Maintenant je vais utiliser la méthode patch. Je vais aller dans body et je vais faire une requête pour changer le nom. Par exemple au niveau du nom, on va préciser que je veux un name HTML5. Alors hop, en double quote. Maintenant, j'envoie ma réponse et ici j'ai bien changé, voyez, le name. Si je viens dans mon fichier du coup data.json, je retrouve bien dans mon dossier, dans mon tableau, pardon, au niveau de name, du coup HTML5. Donc j'ai bien modifié la ligne correspondante que j'ai spécifiée ici. J'aurais pu changer également la catégorie et ici j'aurais donc spécifié catégorie. Donc voilà pour la méthode patch. La requête put est utilisée également dans les API RESTful pour remplacer complètement une ressource existante sur votre serveur. Contrairement à la méthode patch que l'on a vu précédemment, qui elle permet de mettre à jour partiellement, put remplace entièrement la ressource avec les données fournies dans votre requête. Son fonctionnement est simple, le client envoie une requête put à une URL spécifique sur votre serveur en identifiant la ressource à remplacer et la requête est analysée par votre serveur. Plutôt que de modifier partiellement la ressource comme patch, le serveur remplace complètement la ressource existante par les nouvelles données fournies. Le serveur remplace donc les ressources existantes par les nouvelles données et effectue des vérifications de données et des validations de données avant de procéder au remplacement. Une fois la ressource remplacée, le serveur envoie généralement une réponse au client pour indiquer le succès de l'opération. Donc put
très utile lorsque vous avez besoin de remplacer complètement une ressource avec de nouvelles données. Très utile dans des scénarios où les données de la ressource, doivent être entièrement mises à jour sans tenir compte des données existantes. Donc dans notre exemple, ici, nous allons sélectionner donc data avec l'ID numéro 1. Et à la place du coup d'utiliser patch, je vais aller sélectionner du coup put. J'envoie ma requête directement et vous voyez ici, mon objet a complètement changé. On peut vérifier dans notre data.json. Au lieu d'avoir ID name catégorie pour le numéro 1, je vais avoir simplement ID avec catégorie. L'ID est directement auto-incrémenté, enfin, généralement dans les bases de données, ils sont généralement auto-incrémentés. Donc ici, il ne changera pas l'ID, il aura toujours ID. Mais dans les autres, on n'aura plus name, on aura simplement catégorie. Donc c'est ça la différence qui est entre patch et put. Patch va simplement remplacer une ligne précisée, alors que put va remplacer entièrement notre objet. La requête delete est utilisée dans les API RESTful pour supprimer donc une ressource spécifiée sur votre serveur. Cette méthode est utilisée pour demander au serveur de retirer la ressource identifiée par l'URL spécifiée dans votre requête. Son fonctionnement est assez simple, le client envoie une requête delete à un URL spécifié sur votre serveur identifiant la ressource à supprimer. Le serveur reçoit la requête delete, analyse l'URL pour identifier la ressource à supprimer. Il effectue ensuite des vérifications pour s'assurer que la suppression de la ressource est autorisée. Par exemple, en vérifiant les autorisations d'accès. Ensuite, si la suppression est autorisée, le serveur supprime la ressource identifiée. Il peut également effectuer d'autres actions associées à la suppression, comme la libération des ressources associées ou la mise à jour des données connexes. Une fois les ressources supprimées, le serveur envoie généralement une réponse au client pour indiquer le succès de l'opération. Il est important à savoir que la méthode delete est une opération irréversible. Une fois qu'une ressource est supprimée, elle ne peut généralement pas être récupérée. Par conséquent, cette méthode doit être utilisée avec précaution. Et seulement lorsque vous êtes certain que la ressource doit être retirée de manière permanente. Donc pour notre exemple, dans notre fichier data.json, qui je rappelle est un tableau d'objets, je vais sélectionner du coup, avec ma requête get, mes éléments data. Donc ici, je vais sélectionner l'élément numéro 1. Donc celui qui a l'ID numéro 1. Et à la place de faire un get, je vais venir faire un delete. J'envoie donc ma requête. Le statut est OK. Et dans mon data.json, je n'ai plus l'objet avec l'ID numéro 1. Je l'ai donc bien supprimé. Donc voilà pour la requête delete. La requête post, patch, put, delete sont le concept du CRUD avec les bases de données. Le CRUD, donc create, read, update, delete. Lire, mettre à jour, modifier, supprimer. C'est exactement ce que fait les requêtes post, patch, put, delete. Et c'est exactement la même manière que l'on peut faire avec les bases de données.